Nous débutons comme toujours avec les infos sur l'actualité mondiale. Merci à la communauté qui nous suit. Bon week-end. Mais Movidon a commencé avec des nouvelles de toutes sortes, alors passons aux informations internationales. Nous commençons avec cette image qui attire l'attention. Cela se passe en Chine où, selon les rapports, une boule de feu a été visible. Cela s'est passé dans l'ouest de la Chine, on dit que c'était à Xinjiang, photographié par Zhang Yubin selon les rapports. Une autre image qui attire également l'attention aujourd'hui est ce moment où la Russie aurait lancé une série de satellites militaires. Passons aux détails de ce que l'on sait de ce mouvement. Il s'agit apparemment d'un décollage réussi de la part de la Russie. Passons maintenant aux détails de ce qui a été commenté. Le lancement concerne la fusée Soyouz, une fusée déjà très connue des Russes eux-mêmes, qu'ils mentionnent toujours pour le lancement de ce type de mission. Selon les rapports, les forces spatiales auraient lancé plusieurs satellites classifiés par le ministère de la Défense, probablement des satellites espions. Aucun détail n'a été communiqué. Le lancement a été effectué à l'aide de la fusée Soyouz. La mission s'est déroulée, selon eux, sans problème technique, sans retard, d'après les détails. Écoutons le moment, merci. Les décollages de ce type de vol sont toujours impressionnants. La fusée Soyouz est donc entrée en opération. Évidemment, c'est toujours un sujet curieux et surtout le fait qu'il s'agisse de satellites soi-disant espions aussi. Un autre sujet qui attire l'attention, c'est ce moment. Regardez, il s'agit du prince héritier du Maroc. Quelqu'un se penche pour vérifier si vous le voyez, puis pour lui embrasser la main, comme on le fait souvent avec son père, non ? Il s'agit de Mouaïn Ali Hassan, 22 ans prince héritier du Maroc. Il veut lui embrasser la main, comme le veut la coutume, puis regardez ce qu'il fait, lançons la vidéo. Il retire sa main et plus tard, pendant les salutations, plusieurs veulent lui embrasser la main et il retire sa main, selon ce qui a été rapporté. Eh bien, le prince héritier veut aussi se débarrasser de certaines coutumes très anciennes, pas des protocoles qu'ils ont dans ce pays, pas au Maroc. Certains le saluent normalement, mais ils refusent de serrer la main à ceux qui le veulent, retirant simplement la sienne. Certains vont-ils parfois jusqu'à se donner une auto-gifle pour la même raison ? Mais bon, s'ils voient déjà qu'il n'aime pas qu'on lui embrasse la main, pourquoi insister ? Enfin, c'est juste que ce sont des choses curieuses. Passons à l'actualité internationale. Regardez d'abord le destroyer lance-missile des États-Unis, ce navire qui apparaît à l'écran, un destroyer. Il ne serait pas encore très proche de Cuba, d'après les rapports, il serait à environ 40 et quelques kilomètres, oui, très près de la côte, selon ce que rapportent les sources cubaines. Là, c'est la Havane, sur le côté gauche, en bas à gauche. Et voici la position de ce navire, ce lance-missile, qui, serait à une distance vraiment très proche, en vérité. C'est-à-dire, là, il n'y a même plus de zone économique exclusive, rien du tout, c'est collé à la Havane. Un sujet qui attire évidemment l'attention en ce moment. De quoi s'agit-il ? Non, c'est normal pour ce type de navire. Ce sera donc intéressant de voir, de lire les commentaires à ce sujet, mais pour l'instant, c'est le sujet. Il n'y a pas eu jusqu'à présent, de façon visible, de réaction de Cuba à ce sujet. Toujours sur un autre sujet, Donald Trump est déjà à Mar-a-Lago. Il est déjà en train d'arriver là-bas. D'ailleurs, il va rencontrer là-bas le président hondurien, ce Tito Asfura. Ils vont discuter là-bas en Floride, à Miami, n'est-ce pas ? C'est aussi un sujet qui attire l'attention aujourd'hui. Des images encore plus frappantes. Et d'ailleurs, il y a aussi des images d'inondations qui circulent et qui se sont produites en Colombie. Bonjour à la communauté qui nous regarde. Comment allez-vous ? Les pluies sont-elles abondantes dans la région ? On dit que c'est une crue du fleuve. Nous verrons plus tard s'il y a plus de détails, mais en attendant, voyons ce qui se passe à l'OTAN.
Il y a urgence en raison des événements entre la Russie et l'OTAN, notamment vers la Pologne, où une urgence aérienne est signalée. Les aéroports de Dublin et Rzeszów, dans le sud-est de la Pologne, ont été temporairement fermés après une opération militaire aérienne de riposte. Face aux mouvements que font les Russes à la frontière même entre la Pologne et l'Ukraine, non, c'est-à-dire ils sont très proches, ils sont nerveux. L'OTAN est nerveuse à cause de ces mouvements qu'ils font. Et donc face à cela, ici nous voyons la zone, donc l'Ukraine, voici la frontière avec l'Ukraine et la Pologne, et c'est ici que ces mouvements ont lieu. Les aéroports mentionnés, Dublin et Rzeszów, sont situés au sud-est, en direction, disons, de cette zone de la Pologne elle-même. Aucune violation confirmée de l'espace aérien polonais n'a eu lieu, mais des mesures préventives ont été prises pour protéger les zones proches de la frontière ukrainienne. Surtout face au risque que des missiles russes traversent la frontière, selon l'armée polonaise, l'opération aérienne était de nature préventive et défensive, activant des systèmes radars et de défense anti-aérienne comme mesure dissuasive. L'administration fédérale de l'aviation des États-Unis a également émis un avis indiquant que les 2 aéroports de Pologne étaient inaccessibles en raison de l'activité militaire liée à la sécurité nationale. La Russie a lancé une attaque aérienne massive contre les infrastructures énergétiques, y compris les centrales électriques essentielles. Cette fois, la Russie a visé l'ouest, touchant des centrales électriques, et non plus seulement l'Est. Cela a rendu l'OTAN et la Pologne nerveuses. Pour la 2e fois en quelques semaines, les 2 aéroports polonais suspendent leurs opérations à cause de la Russie. Le même Flyradar rapportait que plusieurs avions de l'OTAN étaient actifs dans la région et que les aéroports ont simplement dû fermer. C'est pour cela qu'il y a eu des perturbations. Pendant ce temps, les avions CASA patrouillent dans la zone pour la surveiller. Un autre point qui attire également l'attention est la menace que lance cette fois-ci l'Iran contre les États-Unis. Voyons d'abord ce point. Je salue chaleureusement toute la communauté qui regarde cette vidéo. Amanda Candela, comment vas-tu? Élisée patrie fidèle. À toute la communauté qui regarde, un grand merci. Blanca, Francisco Arce, Luis Herrera, un grand salut. Voyons les détails de la situation en Iran. Quelles sont les dernières nouvelles? Quel mouvement des États-Unis vers le Moyen-Orient? Allons-y. Au cours des dernières 24 heures, des mouvements inhabituels ont eu lieu. Selon les rapports, d'importants mouvements d'avions C-17 et C-5 ont été observés vers les bases américaines du Moyen-Orient ces dernières 24 heures. La liste est énorme, comme s'il allait y avoir un mouvement massif au sein du Moyen-Orient. Face à ces mouvements et à ce que l'on observe, au-delà de ce qui se dit, un autre avertissement est en train d'être donné. Je dirais plutôt une menace directe, ils vont sûrement en faire état. L'Iran revient faire ses commentaires, des commentaires qui cette fois-ci s'adressent directement aux États-Unis. L'Iran menace de frapper les bases américaines. Bon, non, ce n'était pas nécessaire, on le répète, le répéter, mais ça augmente la tension, surtout en pensant qu'ils sont censés avoir des discussions la semaine prochaine. Donc c'est frappant que s'ils vont parler, ils se menacent déjà, encore une fois. En théorie, non, il n'y a pas de mouvement militaire direct en ce moment. Évidemment, il y en a, tout le monde le sait, donc vers où pointe le ministère des Affaires étrangères affiché à l'écran. Abbas Araghachi a affirmé que si les États-Unis attaquent l'Iran, la réponse visera les bases militaires américaines dans la région et non les pays hôtes. Selon eux, ils viseraient les bases, pas le pays. Supposément, non. Les avertissements sont arrivés un jour après l'accord entre l'Iran et les États-Unis pour reprendre les discussions nucléaires.
Le président des États-Unis exige l'arrêt de l'enrichissement d'uranium, du programme de missiles balistiques et du soutien aux groupes armés régionaux, autrement dit, des guerres par procuration. Le Yémen, le Hamas, le Hezbollah, les groupes pro-iraniens chiites qui sont en Syrie, ceux qui sont en Irak. Et qui sait dans combien d'autres lieux. Saragashi a affirmé que l'Iran ne négociera pas sur le nucléaire, écartant ainsi ce sujet d'emblée. Toute extension du dialogue aux missiles ou à la politique régionale pourrait être en discussion. Ils affirment qu'ils ne changeront rien sur le nucléaire ni la défense, donc ils ne discuteront pas des missiles ni ne feront de modifications. Nous ne pouvons pas attaquer seulement les États-Unis, mais viser leurs bases régionales, dit Saragashi. Leur riposte sera limitée, mais directe. L'Iran affirme que discuter de son programme de missiles les exposerait à des attaques israéliennes, signifiant ainsi leur refus. Donc ce point concernant les missiles, non, il ne sera pas modifié. Ils assurent que le risque n'est pas seulement militaire, mais qu'il y a aussi un risque énergétique. En raison du détroit d'Ormuz, de la volatilité mondiale du pétrole et du gaz, de la pression sur les actifs régionaux et de l'incertitude sur les routes stratégiques. Selon les Iraniens eux-mêmes, le prix reste relativement contrôlé. On ne voit pas de changement dans ce sens, où ce n'est pas comme si le prix augmentait ou baissait de façon drastique. Ni l'un ni l'autre, c'est relativement, disons, dans la fourchette de prix qui existe depuis un certain temps. Ça ne dépasse pas les 70. Et puis ça redescend, ça baisse, et ça continue comme ça, non? Même avec une tendance plutôt à la baisse qu'autre chose. Abordons d'autres sujets importants, les plantes. Eh bien, ce qui est rapporté en ce moment, c'est que le gouvernement italien dénonce un sabotage contre le réseau ferroviaire. Cela en plein début des Jeux olympiques d'hiver. En plus des manifestations contre les Jeux olympiques en Italie. Maintenant, il faut ajouter ces prétendus sabotages qui ont eu lieu dans ce pays. L'Italie signale des attaques coordonnées sur son réseau ferroviaire après l'inauguration de Milan-Cortina 2026. Selon ce qui est rapporté, il y avait des explosifs, et bien sûr cela a évidemment provoqué une tension maximale, dit-il. Des actes d'une gravité inouïe ont visé le réseau ferroviaire du nord de l'Italie. Câbles arrachés, explosifs et incendies. On a également détecté des câbles défectueux, un engin explosif entre Bologne et Padoue, ainsi qu'un incendie provoqué dans une cabine électrique. Selon la gare de Pasadena, les trains ont été retardés jusqu'à 150 minutes. Des milliers de passagers ont été affectés par des retards sur les trains régionaux, ainsi qu'un train à grande vitesse. Ce sont des lignes entre Turin et Milan, entre Venise et Brescia. Saboter les Jeux olympiques, disent les autorités, ils considèrent que c'est un acte de la part de stratégies anarchistes pour déstabiliser l'inauguration des Jeux olympiques de 2026. Eh bien, c'est du moins ce que disent ou rapporte le gouvernement italien, le gouvernement de Giorgia Meloni. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est qu'on signale des expulsions et la destruction de certaines maisons et bâtiments. Cela se passe au Nicaragua, avec l'idée de donner ces terrains à la Chine, à un projet chinois. Le régime du Nicaragua expulse des familles stampées d'un quartier de Managua pour promouvoir un projet qu'ils ont avec les Chinois, évidemment, et face à cela, il y a eu des réactions. Évidemment, certaines personnes ne sont pas très contentes, et il est frappant de voir la facilité avec laquelle le gouvernement chinois fait des affaires. Dans cette zone, 40 familles ont été expulsées sans indemnisation afin d'élargir le projet appelé « Nouvelle Victoire » financé par la Chine. L'expulsion forcée. À Managua, au moins 40 familles du quartier Boer ont été expulsées sans indemnisation ni relogement sur ordre du régime du Nicaragua. Cela s'est produit ces derniers mois.
de septembre à aujourd'hui. Les plaintes des voisins affirment qu'ils ont été menacés et que leurs maisons ont été démolies après avoir été informés que les terrains appartenaient à Rosario Murillo, c'est-à-dire à l'épouse du dictateur Daniel Ortega. Ils ont un gouvernement conjoint là-bas, n'est-ce pas? Des opérations ont été menées avec des agents de sécurité, des engins de chantier lourds et une surveillance policière permanente, selon les mêmes témoins de la région. C'est en train de se terminer, la transition du mandat d'Haïti touche déjà à sa fin. Vous vous souvenez que ce président ne devait rester que peu de temps avant d'être remplacé régulièrement. Eh bien, pendant qu'ils font ces changements, on constate un vide total de pouvoir en Haïti. Il y a bien un gouvernement, mais sans pouvoir, n'agissant que dans de très petites zones. Et en ce moment, un autre groupe serait en train de se former, avec l'ONU, de soldats qui vont essayer d'avancer et de contrôler la plupart des régions d'Haïti, qui sont actuellement contrôlées par des gangs depuis des années. Remarquez qu'hier, cet homme ici est le général. Eh bien, le deuxième général le plus important chargé du renseignement en Russie, pas du GUR. Et hier, on lui a tiré dessus, il a été grièvement blessé. Est-ce qu'il commence à reprendre conscience maintenant? Après l'opération, le général russe blessé par balle a repris conscience après une intervention réussie, selon les médecins russes. Le lieutenant-général Vladivostok, Vladimir Alexeyev, sous-directeur du renseignement militaire russe, serait le numéro 2 du renseignement militaire en Russie. Eh bien, c'est un sujet que nous verrons plus tard. S'il donne une version sur qui lui a tiré dessus, il sera intéressant d'avoir cette information. En attendant, un autre sujet qui attire également l'attention est ce qui se passe là-bas. Entre la panne en Russie et la panne qui touche différents endroits en Ukraine, eh bien, c'est vraiment impressionnant, non? Lors des attaques massives contre le réseau électrique ukrainien, une alerte aérienne a été précisée et des coupures de courant majeures annoncées. Encore une fois, selon eux, sous le schéma d'attaquer l'infrastructure. La situation est très difficile chez Ukrenergo, qui est l'entreprise énergétique d'État. Il indique que les bombardements ont entraîné des coupures d'électricité d'urgence dans la plupart des lieux. Et ces coupures pourraient même durer des semaines, disent-ils, selon eux. Eh bien, il y a aussi une autre affaire qui attire l'attention dans le cadre de ces événements internationaux. Il y a une attaque qui est en cours, menée par des drones, ou plutôt avec des drones, par un groupe paramilitaire, au Soudan qui a déjà fait au moins 24 morts, dont 8 enfants, selon les groupes de médecins sur place. Eh bien, cette région que nous avons également mise à jour de temps en temps, cette région du Soudan vit une sorte de guerre civile. Divisée en deux groupes, le groupe qui contrôle le gouvernement et un groupe qui était leur partenaire et qui veut maintenant aussi une part du pouvoir. Il faut rappeler qu'il existe déjà un Soudan du Sud. C'est une autre histoire, mais même à l'intérieur de la même ville, il y a aussi une autre division ici. Cela pourrait devenir, à l'avenir, le Soudan du Sud, central et du Nord. Non, je ne sais pas, vraiment, je veux dire, on verra ce qui se passe, mais un groupe de médecins exhorte les communautés internationales et les organisations de défense des droits de l'homme à prendre des mesures et à aider à protéger les civils. Et à tenir directement responsables les dirigeants des RSF pour ce qu'ils ont fait, c'est ce qu'ils disent. Bon, eh bien, le sujet n'est pas non plus si grave, passons à d'autres sujets importants. Un autre sujet qui attire également l'attention, c'est ce qui se passe à l'intérieur de la Nouvelle-Zélande, ou aux alentours de la Nouvelle-Zélande. Où cette image a-t-elle été signalée? On dirait qu'il y a une météorite, mais extraordinairement rapide. Quand les calculs ont été faits, ils ont dit « Écoutez, cette météorite pourrait être interstellaire. » On a commencé à enquêter, il a déjà été confirmé qu'elle n'est pas interstellaire, mais elle a tout de même attiré l'attention. La vitesse de la météorite.
Ils disent incroyablement rapide comparé à ce qui se passe normalement avec les météores qui vont déjà très vite, mais celui-ci en particulier allait beaucoup plus vite. Ils assurent que cette météorite hyper rapide de Nouvelle-Zélande n'est pas interstellaire, selon les données dont on dispose actuellement, mais sa vitesse record aurait surpris. Voici les cieux de Wellington, en Nouvelle-Zélande, le 30 janvier 2011. Cela viendrait de notre voisinage cosmique. D'après l'astrophysicien Avi Loef, le météore vert a été vu au-dessus de Wellington et de la Nouvelle-Zélande le 30 janvier à 10h25 UTC, soit vers 23h. Heure locale, en 25 minutes, il s'est déplacé à une vitesse de 71 km, attention, 71 km par seconde, imaginez-vous la vitesse. Cette limite, explique-t-il, apparaît lorsqu'un météore percute la Terre en sens inverse de l'orbite solaire. L'analyse a été réalisée par le même astrophysicien, qui a ainsi justifié cette vitesse en assurant qu'il ne s'agissait pas d'un météore interstellaire. Un cas similaire a déjà été étudié par le même astrophysicien. Eh bien, cette analyse en cours a permis de recueillir la trajectoire, la provenance, la vitesse, etc. Et donc, ils se sont rendus compte de cela, ce n'est pas une vitesse normale. Franchement, c'est surprenant. Surprenant. Maintenant, passons à d'autres sujets également intéressants. Passons à d'autres sujets, également à ce qui se passe dans le monde. Remarquez qu'il y a aussi celle-ci, on va la mettre par ici. Il y a une série d'images en attente que nous allons commenter, celle-ci en fait partie. Une carte qui montre en ce moment comment les attaques sont menées par la Russie, c'est sûr qu'elle le signale. L'état-major opérationnel des forces armées de Pologne. Il a affirmé que les avions de chasse, les avions d'alerte précoce polonais et de l'OTAN ont été déployés sur des bases en Europe de l'Est. Les systèmes de défense ont été actifs et la carte qui montre les attaques qui ont eu lieu est celle-ci. Si vous regardez bien, ceci est l'Ukraine, non, ceci est la Pologne, et ici ce sont déjà les pays de l'OTAN. Alors, quand vous voyez que les attaques sont très proches de l'Ukraine, eh bien, ils disent qu'une simple erreur pourrait directement nuire à la Pologne. N'est-ce pas ? Donc, face à cette situation, face à ce sujet, évidemment, ils ont déployé les avions, n'est-ce pas ? Ça aussi, c'est une partie importante de ce qui se passe. Un autre sujet qui attire aussi l'attention aujourd'hui, eh bien que le Bitcoin ait tenté de remonter hier sur cette ligne verte, il repart déjà à la baisse, non ? Alors on va voir s'il dépasse cette ligne jaune, c'est-à-dire franchir cette ligne. Ce serait alerte rouge au maximum. En ce qui concerne le sujet des crypto-monnaies, il semble qu'il n'y ait pas eu de réaction, parce que l'annonce que la Chine a faite hier avait une intention. Le Bitcoin n'est-il pas beaucoup tombé ? Et quand puisqu'il continue encore de chuter ? C'est un commentaire très négatif qui concerne toute cette interdiction envers les crypto-monnaies. Eh bien, on s'attendait à ce qu'il chute encore plus, ce qui, jusqu'à présent du moins, n'est pas arrivé. Nous verrons plus tard si, nous aussi, nous atteignons des points importants. Merci. Un autre sujet, rapidement, avant de passer aux commentaires. Israël dit que Netanyahou va rencontrer Trump mercredi prochain. Et ce serait une réunion et un appel, non pas une réunion, non pas un appel, mais une rencontre où ils vont se voir à la Maison-Blanche. D'ailleurs, ils vont se voir à Washington. Et que le sujet principal serait censé être l'Iran. Donc, le sujet n'est pas terminé.
Le fait que ce soit le même Netanyahou qui se rende jusqu'aux États-Unis pourrait signifier une possible attaque. Ce n'est pas rien. Ou l'inverse, non? Peut-être qu'il voit les États-Unis prêts à attaquer et qu'Israël dise « ce n'est pas le bon moment ». Je ne sais pas, mais on pourrait décider dès mercredi, sauf surprise avant, puisqu'il part ce jour-là. Il faut aussi rappeler qu'il est prévu que les États-Unis et l'Iran se réunissent. Ils poursuivront le dialogue sur les points restants, tout en affirmant qu'ils ne modifieront rien du tout. Mais bon, passons à d'autres sujets, allons aux commentaires donc. Comment allez-vous? Comment ça va? Merci beaucoup de nous accompagner, bon week-end. Au fait, salutations à Blanche, très bonjour José Dominguez, à toute la communauté qui arrive. Jack Draper, comment vas-tu? Bonjour à toute la communauté, ainsi qu'à ceux qui nous regardent en différé. Dit Élisée. Les likes et abonnements sont gratuits aujourd'hui, contrairement à ce qu'il disait Anne. J'ai mis en gage ma voiture et les bijoux de ma grand-mère pour entrer dans le Bitcoin. C'est le moment de générer des richesses, dit Jack. Comment vas-tu, Jack? Salutations, Élisée, comment ça va, Aurelio Garcia? Bonjour, Angel Murillo, ici Panama, merci pour ton commentaire. Comment ça va à Panama? Salutations. Très bonjour, Patrick, comment ça va? Comment as-tu été? Salutations. Qui d'autre est-ce là-bas? Il dit, là. Que se passerait-il avec Troie et Atlas? Eh bien, ici, on continue de commenter ce qui s'est passé. Claudio, ça va? Et donc, dès qu'il y aura des nouveautés, il est censé y en avoir cette semaine, on aura de nouvelles informations, non? La dernière fois, c'était les nouveaux éléments qu'il nous avait montrés, des éléments liés à l'organique, un sujet intéressant. Là-bas, si tu peux vérifier la vidéo, je ne sais pas si tu as eu l'occasion de la voir. Dorian, ça va? Amanda? Alvaro, salut, quoi de neuf? Lily, ça va? Qui d'autre, Amanda? Bon, à toute la communauté, merci beaucoup de nous accompagner un moment. Karim, comment vas-tu? Très bien, eh bien, on revient tout à l'heure, à tout à l'heure. Un autre rapport sur le thème international arrive, à bientôt.